Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, résultat de scrutin au Maroc, le PJD, le Parti Justice et Développement, remporte les élections locales. Il a obtenu 174 sièges sur les 678 à pourvoir, soit 25,6% des suffrages. Immersion au cœur de la localité de Louba, en Guinée équatoriale. Ce potentiel touristique attire de plus en plus grâce notamment à la beauté de ses plages. Des projets de complexes touristiques fleurissent à travers la ville. La natation a fait son entrée aux 11e Jeux africains qui se déroulent actuellement à Brazzaville au Congo. La première journée a débuté ce dimanche. Nous reviendrons sur les résultats. Mais avant de développer ces titres, le président tchadien Hissène Habré a à nouveau refusé de se présenter à la barre ce lundi à la reprise de son procès pour crime contre l'humanité. L'audience a rapidement été suspendue par le président de la Cour, le burkinabé Gberdao Gustave Kam, pour faire comparaître de force l'accusé. Le procès du président tchadien déchu se tient pourtant devant un tribunal spécial africain à Dakar après une interruption de 45 jours. 45 jours censés permettre à ses avocats commis d'office de le représenter devant une juridiction qu'il récuse. Victoire du PJD, le Parti Justice et Développement, aux élections locales du 4 septembre au Maroc. Le parti du Premier ministre triple son score de 2009, devançant ainsi ses deux grandes formations rivales, à savoir le parti Authenticité et Modernité et les conservateurs de l'Istiqlal. On fait le point avec Ibrahim Khadindiaï. Au Maroc, le parti Justice et Développement du Premier ministre remporte les élections locales. Les Marocains votaient pour la première fois leurs conseils régionaux au suffrage universel direct. Le PJD a obtenu 174 sièges sur les 678 à pourvoir, soit 25,6% des suffrages. Il est suivi par le parti Authenticité et Modernité avec 132 sièges et le parti de l'Istiqlal, troisième avec 119 sièges. Le programme du PJD, basé sur une gestion transparente, a séduit de nombreux Marocains. Un discours que la formation politique a traduit en actes à travers sa gestion de certaines communes. Ce qu'il y a lieu de souligner, c'est l'urbanisation, si je puis dire, de ce courant dit traditionnaliste, dit salafiste, dit islamiste, et qui aujourd'hui est parvenu à séduire le lectorat des couches moyennes dans les grandes villes du royaume, grâce, bien entendu, à son discours qui porte essentiellement sur le combat contre la corruption. Le PJD qui triple son score de 2009 et endosse de fait le rôle de favori des prochaines législatives en 2016. Une victoire qui, selon les analystes, confirme les changements au sein du climat politique dans le royaume, 4 ans après le printemps arabe, qui avait amené le roi Mohamed VI à faire adopter la nouvelle constitution. Aujourd'hui, avec la création de deux grands pôles politiques qui réuniraient des partis qui se retrouvent autour des mêmes principes, la même idéologie, des mêmes programmes, le Maroc s'oriente enfin vers deux grands blocs, un bloc qui serait majoritaire et un bloc qui serait dans l'opposition. Ça serait plus simple pour relancer le processus démocratique et politique au Maroc. Le scrutin communal était également organisé ce 4 septembre. Sur les 31 503 sièges qui étaient à pourvoir, le PAM, le parti Authenticité et Modernité, a obtenu 6 655 sièges, soit 21,1% des suffrages. Il est suivi par le parti de l'Istiqlal avec 16,2% et le PJD arrive en troisième position avec 15,9%, soit 5 021 sièges. Le président béninois Thomas Boni-Yayi, chargé de faciliter le dialogue entre les candidats aux élections présidentielles et législatives du 11 octobre au Burkina Faso. Parmi notamment les points de discorde, l'actuel code électoral qui exclut certains candidats. Les précisions d'Ibrahim Khadindiaï. Contexte tendu au Burkina Faso à l'approche des scrutins présidentiels et législatifs prévus le 11 octobre 2015. À l'origine des tensions, le code électoral qui est loin de faire l'unanimité. Afin d'assurer le bon déroulement de ces élections, censées mettre fin à la période de transition politique, la CEDEAO entend jouer pleinement son rôle en nommant un facilitateur des scrutins au Burkina Faso.
Le choix de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est porté sur le président béninois Thomas Boni Yayi, l'institution sous-régionale dont l'un des rôles est d'assurer les conditions d'un débat démocratique apaisé lors d'élections dans l'ensemble des États membres. La CEDEAO nous a toujours accompagnés et moi je pense que si la CEDEAO a décidé d'envoyer une personnalité pour faciliter à ce que les élections se déroulent dans la sérénité et dans le calme, afin que les Burkinabés tournent une page douloureuse, on ne peut que prendre acte et souhaiter à M. Yayi Boni bon vent dans sa mission. En tout cas, il sera la bienvenue au Burkina Faso, au pays des hommes intègres. La décision du chef de l'État sénégalais et président en exercice de la CEDEAO, Macky Sall, d'attribuer cette mission au président Boni Yayi semble faire l'unanimité. Selon les analystes, le chef de l'État béninois bénéficie d'une neutralité qui lui permettra de dialoguer avec l'ensemble de la classe politique burkinabé. C'est une très bonne initiative de la part de la CEDEAO. En Afrique, les élections sont trop souvent suivies de crises énormes. On a encore en mémoire ce qui s'est passé dans des pays comme la Côte d'Ivoire, la Guinée. Et il me semble que les élections à venir sont d'autant plus ouvertes et que c'est important effectivement qu'une personnalité assez neutre, capable de discuter avec tous les acteurs de la classe politique burkinabé, puisse essayer d'anticiper sur d'éventuelles crises. Le Conseil constitutionnel du Burkina Faso a déjà publié la liste provisoire des candidats retenus pour la présidentielle. Ils sont pour le moment au nombre de 16 candidats. Rappelons que la campagne électorale pour ce double scrutin démarre le 19 septembre 2015. Découverte de la ville de Louba en Guinée équatoriale, située au sud de l'île de Bioko, sur laquelle se trouve la ville de Malabo. Louba dispose d'énormes potentialités et des atouts naturels exceptionnels favorables au développement d'une véritable industrie touristique. Découverte de la ville avec notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. La localité de Louba, située à 30 km au sud de Malabo, apparaît comme une ville à potentiel touristique indéniable. À la somptuosité de ses plages s'ajoute un brin d'histoire avec les vieux bâtiments et édifices que l'on retrouve à travers la cité portuaire. Des caractéristiques qui lui confèrent des allures d'une vieille cité coloniale où il fait bon se retrouver le temps d'un week-end. Ici, il y a quelques années, des complexes touristiques ont poussé et font le bonheur des personnes en quête de dépaysement. C'est un lieu tranquille. Comme vous pouvez le voir, il y a un mélange mer et forêt. L'air est pur. C'est un endroit tranquille pour ceux qui travaillent en ville et qui veulent échapper au stress. J'encourage mes compatriotes. C'est bien beau. Il faut que le tourisme commence par nous-mêmes. Vous savez, pas mal. Il y a Bibine est là, Mongomo est là, Malabo est là, Louba est là. Il faut bien que ce tourisme-là commence par nous-mêmes. Parce qu'il y a des endroits, il faut arriver à découvrir l'endroit et faire venir d'autres personnes ailleurs. Autre intérêt touristique de la ville, son passé historique. C'est ici à Louba que le navigateur portugais Fernando Po a foulé pour la première fois l'île de Bioko au XVe siècle, faisant de lui le premier Européen à avoir accosté sur la péninsule. Beaucoup d'étrangers, français et espagnols, travaillent sur place. Il y a plusieurs endroits ici, en Guinée équatoriale, qui sont paradisiaques. Mais Louba a une touche spéciale. Il faut qu'il y ait un appui du gouvernement afin que le tourisme devienne une vraie source de revenus. Vestige de l'ancienne Guinée équatoriale, Louba, au passé chargé d'histoire, séduit encore par son architecture coloniale et sa position géographique. Les professionnels du tourisme local plaident pour un peu plus de promotion afin que son potentiel soit exploité comme il se doit. La compétition de natation des 11e Jeux africains a débuté le 6 septembre 2015 à Brazzaville. Durant cette première journée, l'Algérie et l'Afrique du Sud se sont imposées dans les plus longues distances féminines et masculines. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux à Brazzaville, Olive Adiakotan. L'Algérienne Amida Nefsi remporte la médaille d'or des 400 mètres nage dames en 4 minutes 56 secondes. Devon Brown de l'Afrique du Sud décroche également l'or dans les 200 mètres nage libre homme en 1 minute 47 secondes. Ces nageurs se sont imposés dans les plus longues distances dames et hommes ce 6 septembre grâce à une rapidité et une meilleure technique de nage.
On vient à une compétition pour donner le meilleur de soi, pour rehausser les couleurs de son pays. Je suis donc fier d'avoir remporté la médaille d'or. Et comme c'est un championnat, je profiterai toujours de ces événements pour mettre en valeur mes talents. 22 pays sont en compétition dans les différentes épreuves de natation. Les pays du Maghreb et l'Afrique du Sud ont dominé les 6 épreuves de la première journée en remportant l'or, l'argent et le bronze. Le premier combat qu'on mène, c'est d'essayer de vulgariser et d'amener les pays à soutenir cette discipline. Pourquoi? Parce que c'est une discipline sportive, parce que c'est la deuxième discipline sportive olympique, mais aussi parce que c'est l'une des rares disciplines qui non seulement s'occupe de sport, mais touche au loisir et touche aussi à ce qu'on peut dire la santé. La compétition de natation prendra fin le 11 septembre 2015. Les éliminatoires se déroulent pendant la matinée et les finales se disputent chaque soir. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.